Salut, mon nom c'est Stacy et aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo parlant de Maria Montessori et Célestin Freinet. Vous noterez que j'ai de la difficulté à dire Maria Montessori, donc j'ai choisi de parler de Célestin Freinet qui était une prononciation un peu plus simple pour mon dialecte. Donc l'équipe qui a travaillé dessus c'est l'équipe 8 et qui est composée de Omar, Simon, Sid et moi-même, Stacy. Le travail a été fait dans le cadre du cours Introduction et Initiation à l'intervention pédagogique à l'UQAM pour la session automne 2021. Donc, débutons cette merveilleuse présentation où je souhaite que vous en apprendrez plus sur ces deux grands penseurs au niveau de l'éducation et ce qu'ils nous ont apporté de nos jours et ce qui en reste. Salut tout le monde. Bon, ben aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler de deux personnages. Ces deux personnes, ils sont très importantes dans l'histoire de l'éducation parce qu'ils ont beaucoup contribué à l'éducation, à la pédagogie, comme on la connaît aujourd'hui. Ces deux personnes-là, c'est Maria Montessori et Célestin Freinet. Et dans un premier lieu, moi je vais vous parler de Maria Montessori. Dans le fond, moi ce dont je vais vous parler, c'est surtout comme sa vie, sa biographie dans le fond. Vraiment, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a grandi. Fait que Maria, elle, elle est née en 1870. Elle est née à Chiaravelle, en Italie, puis elle va déménager dès l'âge de 5 ans à Rome. Puis quand elle arrive à Rome, ben, elle va vite, vraiment, elle va très vite tomber dans la passion des sciences. Elle va vouloir se lancer dans une carrière en médecine dès son plus jeune âge. Elle va faire beaucoup d'études. Mais le problème, c'est qu'elle aura beaucoup de difficultés à rentrer dans l'université où elle veut rentrer, c'est la faculté de Rome. Parce qu'à cette époque-là, c'est vraiment très dur pour les femmes de rentrer, de rentrer dans cette faculté-là parce que bon, les femmes sont un peu dévalorisées par rapport aux hommes. Elle va quand même y arriver après beaucoup d'efforts, elle va faire ses études là-bas. Puis c'est à l'âge de 26 ans qu'elle va devenir l'une des premières femmes qui exerce le métier de la médecine. C'est quand même très jeune, puis en plus de ça, c'est une femme à cette époque-là, fait que c'est quand même très fort. Sa passion ensuite, elle va la pousser à faire des études en psychologie, en philosophie et même en biologie. En 1987 ensuite, Maria elle va obtenir son premier travail dans la clinique psychiatrique de la faculté de Rome, l'université où elle a étudié. Puis ça va lui apporter beaucoup d'expérience dans sa vie, puis elle va avoir beaucoup de réflexions sur les enfants et sur leur droit à l'éducation. C'est 20 ans plus tard, en 1907, que Montessori, elle va établir un laboratoire de recherche pédagogique. Ça, dans le fond, ça aura pour but de faire des recherches sur les enfants, justement. Elle va sélectionner des enfants en bas âge, surtout, entre 3 et 6 ans à peu près. Puis, au fur et à mesure, au fil des années, elle va faire beaucoup de découvertes qui vont vraiment aider à façonner sa pédagogie, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Fait que, à ce moment-là, l'école Montessori commence peu à peu à se former, vraiment. Plus tard dans sa vie, il va y avoir la Première et la Deuxième Guerre mondiale, comme on l'a connu. Fait que dans sa vie Montessori, ça va beaucoup la déranger, bien entendu. Fait qu'elle va déménager dans beaucoup de pays, vraiment, pour fuir la guerre. Elle va faire des pays, notamment l'Espagne, l'Angleterre, l'Inde, les Pays-Bas et les États-Unis. Puis, dans ces pays-là, ben, dans chaque pays qu'elle va visiter, elle va faire beaucoup d'observations sur les enfants de ces pays-là. Puis aussi, ça va notamment vraiment l'aider à établir sa pédagogie comme on la connaît. Ensuite, elle va fonder le Parti social de l'enfant parce que, avec tout ce qu'elle aura observé, tout ce qu'elle aura découvert, elle va vraiment estimer qu'il faut qu'il y ait un changement dans l'éducation des enfants, parce qu'il y a de quoi qui marche pas. Ensuite, elle va recevoir une Légion d'honneur en 1949, puis elle va finalement s'éteindre en 1952 aux Pays-Bas à l'âge de 81 ans. Arrêtez ça! Alors, comment est votre visage avec cette pluie-là? Bien mouillé, Et puis, plus frais, et puis c'est collant, et puis, heureux aussi. Voilà, bon, écoute, cinquième, sixième fois, non, c'est faux, ça fait 100 fois. Tellement de la misère. Je sais pas pour vous, la classe, si vous avez été capable de parler tout seul devant votre ordi, là, mais en tout cas, moi, j'ai bien de la misère. En tout cas, Maria Montessori, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle a créé un nouveau type d'école qui ressemble un peu à la garderie. La première étape, c'était que le jeune puisse se familiariser avec son milieu, avec lui-même, avec les autres élèves. Puis tranquillement, pas vite, elle ajoutait des objets scientifiques dans cette école-là, parce qu'elle avait compris que les élèves comprennent mieux les concepts quand ils engagent tout leur sens pour les comprendre. Donc, elle a basé toutes les activités sur des actions personnelles, comme s'habiller, prendre soin de l'environnement, du jardinage. L'enfant, lui, était libre de se promener, de jouer. La liberté, c'est quelque chose que Montessori tenait à cœur, bien qu'elle n'ait jamais enseigné directement dans ses classes. Elle regardait quand même le résultat de ses professeurs, puis s'était rendu compte que les enfants montraient des signes de déconcentration quand ils répétaient souvent la même tâche. Elle s'était même rendu compte qu'en donnant la liberté aux jeunes, après un certain temps, le jeune délaissait ses jouets normaux, puis il se tournait plus vers des activités pratiques.
Et avec le temps, la discipline est apparue. À force de travailler indépendamment, les élèves sont devenus motivés. Puis c'était pas un des buts principaux de Montessori, c'était que la motivation du jeune soit intrinsèque. C'est pour ça que l'organisation de la classe n'était pas classique comme on le connaît, un professeur en avant, puis elle crache la matière aux élèves qui écoutent. Le professeur était plus vu comme un facilitateur à l'apprentissage. Le but ultime de Montessori, c'était de créer des adultes qui allaient avoir un amour pour l'apprentissage. Bon, pour vous la classe, je suis allé faire une petite entrevue avec Madame Montessori. Voici un petit extrait de notre discussion. Madame Montessori, merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais que vous m'expliquiez votre manière de voir les choses. Il y a ce sujet de l'éducation qui est très important et qui est caractéristique de notre siècle. Parce que après la victoire de la femme, doit venir la victoire de l'enfant. Mais Madame Montessori, si je peux me permettre cette question, je me demandais, quelle est votre méthode? Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et d'exercer sa spontanéité. Alors je prépare un milieu où il puisse vivre comme dans une maison. Et dans ce milieu, je mets une quantité d'objets qui sont aussi scientifiques et qui servent au développement de son intelligence. Supposez par exemple que ce milieu est comme une maison, où les enfants ont leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc. Alors ils commencent à aimer ce milieu comme une maison à eux-mêmes. Et ils deviennent très actifs, et dans cette activité, ils s'ordonnent et deviennent disciplinés et heureux. Après ça, que c'est le côté pratique, je mets aussi une quantité d'objets scientifiques pour le développement de l'enfant lui-même, psychologiquement considéré. Par exemple, pour l'éducation des sens. Alors, quand l'enfant, au lieu de jouer simplement, use tous ces objets, il se développe. Il devient toujours plus intelligent, plus ordonné, plus discipliné. Et c'est un avantage pour lui. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Mais je me demandais, la maîtresse, quel est son rôle? La maîtresse est comme une directrice de cet ambiance. Elle aide l'enfant dans son activité, mais ne le trouble pas, le laisse faire. Et de cette façon se développe une vraie éducation, parce que justement l'enfant devient plus intelligent. Alors nous avons vu avec merveille que l'enfant à 4 ans commence à s'intéresser à l'écriture. Il a commencé à écrire à 4 ans, à lire. À 5 ans, il lit des livres. À 6 ans, il commence à s'intéresser à la grammaire. Ils aiment beaucoup la mathématique. Alors vous voyez qu'à 6 ans, lorsqu'il devrait aller dans l'école élémentaire, il est déjà tellement cultivé qu'il pourrait entrer à la 3e classe élémentaire directement. Oui, très intéressant, très intéressant. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur les résultats des jeunes? Les résultats sont que les enfants aussi, plus tard, continuent cet grand intérêt intellectuel et aussi pratique. Et il y a un vrai développement spontané. Et les enfants s'y sont reconnus comme ça, et on comprend que leur mentalité a besoin de s'alimenter et que nous lui faisons souffrir la faim, pourrait-on dire, la faim de l'intelligence. Alors cela doit réveiller toute l'humanité. Merci beaucoup, Madame Montessori, pour cette entrevue. Ça fut très apprécié. Merci de vous être déplacée pour nous. Et je sais que ça va pas très fort en ce moment, donc je vous souhaite un bon rétablissement. Je vous ai pas mis l'entrevue au complet, parce que ça aurait été un petit peu lent. Mais en parlant avec Montessori, je me suis rendu compte que pour elle, une chose qui était très importante, c'était la classe. Pas seulement parce qu'il y avait du matériel spécialisé, mais parce qu'une classe ouverte, pour elle, c'est un milieu qui laisse place au mouvement, puis pas juste physiquement pour pouvoir se déplacer dans l'espace, mais aussi ça influence psychologiquement le jeune, qui lui, par sa liberté dans sa classe, a une certaine liberté dans son esprit. Même qu'il y a eu des classes mixtes, pas en termes de sexe, il y a ça partout, mais en termes d'âge, pour que les plus jeunes puissent apprendre des plus vieux. Ben, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ma belle voix. Mais sûrement que vous vous demandez si des classes Montessori, ça existe encore. Eh bien, classe, c'est une bonne question. Et je vais laisser mon collègue